retrouve pour faire le bilan du week-end à lire qui a eu lieu, pas le week-end juste là, le week-end d'avant encore, donc du 29 septembre au 1er octobre. J'ai déjà fait 2 bilans de week-end à 1000 sur ma chaîne en fait, je les mettrai en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc le but d'un week-end à 1000, c'est de lire 1000 pages entre le vendredi soir 19h et le dimanche soir minuit. Le week-end à lire, c'est le même principe, ça se déroule du vendredi 19h au dimanche minuit, sauf que là, c'est chaque personne qui décide de faire ce week-end-là, qui se fixe le nombre de pages qu'il veut lire, en fait. Donc vous pouvez reprendre 1000 si vous voulez, ou moins, ou plus, ça dépend de la quantité que vous voulez lire. Moi, en fait, il y avait certains livres que je voulais lire pendant ce week-end à 1000, donc j'ai pris tout simplement les livres que je voulais lire, j'ai compté et j'arrivais à un total de 900 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et comme je savais que le dimanche 1er octobre j'allais commencer un certain livre, je me suis dit bah je peux tenter les 1000 pages, allez, on fout. Au final j'ai lu 942 pages je crois. Je crois que c'est 942, truc du genre. En bref, j'ai pas atteint les 1000, mais j'ai lu tout ce que je voulais lire, donc je suis plutôt contente de moi. Je vais vous parler en détail de seulement, entre guillemets, 4 livres dans cette vidéo, enfin dans ce bilan en fait. Ce sont ces 4 livres que j'ai lus intégralement entre le vendredi soir 19h et le dimanche minuit. Et il y en a 3 autres qui m'ont... Il y en a 2 que j'ai dû terminer un vendredi, un samedi. Et donc du coup un certain nombre de pages à compter pour le week-end à lire. Et il y en a un donc, du coup que j'ai commencé le dimanche et donc pareil il y a une petite proportion de pages qu'à compter pour ce week-end à lire. Mais voilà, je vais juste vous montrer ces 3 livres là. Je reparlerai dans d'autres vidéos plus en détail, mais je vais pas tout détailler ici parce qu'il y en a notamment un dont j'ai beaucoup de choses à dire et donc du coup la vidéo risque d'être trop longue. Donc je vous montre ça tout de suite. Le premier que j'ai fini dans l'ordre chronologique, c'est Le crime du golf d'Agatha Christie. Donc j'ai lu que en fait, la moitié du livre parce que ce livre physique rassemble les livres 3 et 4 publiés par Agatha Christie. Donc voilà, j'ai terminé Le crime du golf le vendredi soir, mais je vous en parlerai dans un update lecture, mais j'ai pas mal aimé quand même. Le deuxième que j'ai lui fini le samedi parce que j'ai pris mon temps pour le lire, c'est Ne tirez pas sur le moqueur d'Harper Lee. Donc c'est le premier, en fait il fait partie de ma palle de l'automne et je l'ai commencé le jour de l'automne en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de... Voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi les 4. Enfin si, je sais, parce que celui que je voulais vraiment lire, il fallait que j'attende octobre pour le lire. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. J'ai mis pas mal de temps à le lire, c'est celui-ci où j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je commence pas à en parler parce que sinon ça serait débile. Donc je vous en parle dans une autre vidéo très rapidement, c'est promis. Et celui que j'ai commencé, vous avez peut-être deviné duquel il s'agit si vous avez vu ma page à l'octobre. C'est le tome 2 de New Victoria de Lia Abel. Donc je l'ai commencé le dimanche, j'ai lu une 40aine de pages. Et puis je vous avoue que j'ai essayé de le lire après dans la semaine qui a suivi. Sauf que cette espèce de boulimie de lecture du week-end à lire m'a plongée dans j'ai pas envie de lire. C'est pas une panne de lecture, je vais rejoindre la vidéo de Patatra, elle a publié une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Elle dit que les pannes de lecture pour elle ça n'existe pas et je suis assez d'accord avec elle. Soit on a envie de lire et on lit, soit on n'a pas envie de lire et on lit pas. C'est pas dramatique, c'est pas une peine de lecture, c'est juste une période où t'as pas envie de lire. Et après la boulimie de lecture qu'a été le week-end à lire, j'ai eu un moment de j'ai plus envie de lire en fait, j'avais envie de faire autre chose donc j'ai fait autre chose. Et donc du coup je l'ai pas j'ai essayé de reprendre juste après mais je l'ai pas vraiment repris. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, je l'ai enfin terminée, mais je suis franchement pas sûre parce que c'est une jolie brique. Ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment le lire et du coup, je voudrais pas m'obliger à lire. Donc voilà, il sera lu en automne, c'est sûr. Mais voilà, j'étais très contente de le commencer, j'avais très hâte de le commencer. Manque de bol, je vais peut-être commencer au mauvais moment. Et donc maintenant, les 4 livres que j'ai effectivement lus sur ce week-end à lire. Donc en général, pour les week-ends à lire à 1000, enfin 1000 et à lire du coup, pour réussir à atteindre l'objectif, je lis de la jeunesse et des pièces de théâtre. Alors je fais ça parce que je suis incapable de faire comme la plupart des gens font, c'est-à-dire choisir 2-3 livres de entre 300 et 600 pages et se dire je vais lire ces 3 livres là sur le week-end à 1000. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je peux pas commencer un livre de 400 pages en me disant demain il faut qu'il soit fini. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de faire des pauses dans ma lecture. Alors je lis, il y a des jours où j'arrive à lire 150-200 pages, mais c'est parce que j'ai lu plusieurs livres en même temps. Je suis incapable de lire un livre de 200 pages en 2 jours. À part si c'est de la jeunesse ou du théâtre, je ne peux pas faire ça. Donc je lis de la jeunesse et du théâtre pour le week-end à 1000 et donc pour les week-ends à lire aussi. Et lire du théâtre pendant ce week-end là, ça me permet tout simplement de lire du théâtre régulièrement parce que sinon je le ferais pas en fait. Alors que j'ai vraiment envie de lire du théâtre, notamment un grand auteur de théâtre que je commence à aimer vraiment beaucoup. Donc voilà, j'arrête de blaboter et je vous montre les livres. Le premier que j'ai terminé, c'est Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Comme je lis de la jeunesse, en général, je lis toujours un Roald Dahl pendant ces week-ends-là. Et avec celui-ci, ça l'a pas vraiment fait. Donc dans ce livre-là, on va rencontrer un petit garçon. Alors soit son prénom n'est pas dit, soit je me rappelle pas, mais je crois qu'il n'est pas dit en fait.
Donc on rencontre ce petit garçon qui vit en Angleterre et qui va se rendre chez sa grand-mère en Norvège pour les vacances. Donc il y va en voiture avec ses parents. Manque de bol, ils ont un accident de voiture et ses parents décèdent tous les deux. Ouais, ça commence dans la joie et la bonne humeur. Du coup, sa grand-mère va le recueillir parce que c'est la parente désignée par ses parents pour s'occuper de lui si jamais il leur arrive malheur. Et aussi et surtout parce que c'est le seul membre de sa famille qui lui reste en fait. Donc elle va le prendre avec lui et à partir de là, elle va lui expliquer que les sorcières ça existe et elle va lui apprendre à les reconnaître physiquement pour voir s'il en a déjà rencontré ou si il en rencontre dans l'avenir, qu'il sache qu'il faut qu'il fuit, qu'il faut qu'il parte en courant parce que c'est des sorcières et qu'elles en veulent aux enfants. Et je suis pas du tout. Donc après ils vont retourner en Angleterre et on va le suivre dans son quotidien. Il va passer son temps à chercher les sorcières en fait. Et je suis pas du tout rentrée dans la fantaisie et dans l'imaginaire qu'a créé Roald Dahl ici. Tous les Roald Dahl que j'ai lus jusqu'à présent, donc Mathilda, Charlie et la chocolaterie, Charlie et le grand ascenseur de verre. Il y a aussi Les Deux Gredins et un autre que j'ai lu, Le Bon Gros Géant. Chacun de ces livres-là, ça a marché avec moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'univers qu'il a créé et l'imaginaire qu'il avait créé. Ici, ça l'a pas fait. Alors ça l'a pas fait, je sais pas si c'est dû aux sorcières, et c'est vrai que je suis pas habituée à lire sur les sorcières, mais bon, comme c'est du Roald Dahl, ça aurait dû passer parce que c'est du Roald Dahl, mais ça l'a pas fait. Je peux pas dire que j'ai détesté ce livre, ça reste un bon moment, ça reste enfantin, ça reste sympa, et en plus, il arrive à aborder des grandes questions avec les enfants, et je trouve ça vachement cool et intéressant pour les enfants, sauf que, avec moi, ça l'a pas fait pour cette histoire-là. Je peux pas vous le déconseiller, ça reste du Roald Dahl et ça reste très facile et très sympa à lire tout en te faisant réfléchir. Et c'est ce que j'aime avec Roald Dahl, mais ça restera l'un de ses livres que j'ai le moins aimé. Le deuxième qui a aussi été un semi-échec, c'est Zadig de Voltaire. Donc j'ai dit que je lisais que des pièces de théâtre et de la jeunesse pendant ces week-ends-là. Ça, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un conte philosophique de Voltaire. Mais en fait, j'avais des pièces de théâtre que de Shakespeare et une tragédie shakespearienne par week-end. Moi, je trouve que ça suffit, donc j'en ai lu qu'une et il me fallait un autre livre pour atteindre pour lire en fait, parce que j'ai eu le temps en fait, tout simplement. Donc j'ai choisi celui-ci parce que c'est un classique et parce que c'est très court et comme ça c'était lu. Donc c'est l'histoire de Zadig. En fait on va suivre Zadig pendant une grande partie de sa vie. On le rencontre, il veut épouser une fille et puis il en épouse une autre et voilà. Mais en fait ce qui m'a dérangé, il y a deux choses qui m'ont dérangé dans ce livre-là. Je critique pas du tout Voltaire et son écriture, c'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. L'écriture ne m'a pas dérangé d'ailleurs. Voilà, c'est ma grande peur avec les classiques, c'est l'écriture, mais ici ça m'a pas du tout gêné. En fait, la première chose qui m'a dérangée, c'est que ça s'apparente plus pour moi à un recueil de nouvelles qu'à une histoire. C'est-à-dire que dans chaque chapitre, on a un épisode de la vie de Zadig. Et du coup, on n'est pas obligé de tous les lire à la suite, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Et ça fait vraiment comme un recueil de nouvelles. Je suis pas très friande de recueil de nouvelles, j'aime pas trop ça, j'en lis de temps en temps. Je lis notamment celui des Restos du Cœur. Mais j'aime bien, quand je me lance dans un recueil de nouvelles, j'aime bien savoir que c'est un recueil de nouvelles. Or là, je ne savais pas. Et du coup, ça m'a perturbée. Et la deuxième chose qui m'a perturbée, c'est qu'on a de la mythologie, on a des références à l'imaginaire qui sont faites. On a par exemple des griffons qui sont des animaux fantastiques, enfin des animaux imaginaires. Et du coup, ça m'a perturbée en fait. Je m'attendais à vraiment quelque chose de sérieux, je m'attendais à des réflexions philosophiques. Et puis ensuite, je me suis fait la réflexion que c'est un conte philosophique. Et moi, j'étais restée sur le philosophique parce que Voltaire est un philosophe et écrivain évidemment. Donc du coup, je m'attendais à vraiment de la philosophie, à vraiment des réflexions et à vraiment quelque chose de sérieux. Et en fait, comme on a de l'imaginaire, pour moi, c'est moins sérieux. Alors, je ne suis pas en train de dire que la fantaisie et les livres de l'imaginaire n'abordent pas des sujets importants et des sujets de société, parce que les dystopies en sont un excellent exemple, par exemple. Sauf que c'est pas ce à quoi je m'attendais avec Voltaire, et du coup, j'ai été totalement perturbée, et j'ai pas pu apprécier la lecture autant que ça, parce que à chaque fois qu'il y avait un élément imaginaire, moi, ça me dérangeait. Voilà, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ça, en fait. Bon, je pense que je vais lire d'autres Voltaire, c'est sûr, et je pense que je pourrais apprécier plus mes futures lectures de Voltaire parce que je serais entre guillemets prévenue de ce que je peux y trouver. Mais là ça m'a vraiment dérangée parce que je ne m'y attendais pas. Donc c'est dommage, mais j'espère que les prochains livres de Voltaire que je lirai, je les apprécierai plus. Bon, maintenant on va passer à des choses un peu plus réjouissantes, c'est-à-dire deux lectures que j'ai faites sur ce week-end à lire là et que j'ai aimé. Et donc le premier c'est Pure Vanille, le tome 5 des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Donc avant de parler de ce livre-là en tant que tel, je vais faire une espèce d'historique de la saga, à la fois pour l'histoire et à la fois pour moi. Donc dans Les filles au chocolat, donc ça c'est le 5e tome. Dans le tome 1, on rencontre Cherry qui est une jeune fille de 13 ans, je crois qu'elle a 13 ans dans le tome 1. Et qui vit seule avec son père jusqu'au jour où il lui annonce que il a rencontré une nouvelle femme. Et donc ils vont tous les deux aller emménager avec cette femme-là et ses 4 filles à elle. Donc voilà, ça c'est le tout début du tome 1 et elle débarque dans cette nouvelle maison et on va la suivre là.
Et à partir de là, donc dans le tome 1 on suit Cherry et dans les tomes 2, 3, 4 et 5 on va suivre chaque fois une des autres sœurs. Donc des demi-sœurs Cherry qui sont sœurs entre elles. Je sais pas si vous savez tout suivi, bref. Donc voilà, j'aime beaucoup les sagas. Oui et non, j'aime bien parce que comme on a 5 héroïnes qui sont toutes différentes les unes des autres, si vous lisez la saga, peu importe l'âge que vous avez, vous allez forcément vous retrouver en au moins une de ces héroïnes-là. Peut-être même qu'il y a des garçons qui peuvent se retrouver en elles, j'en sais rien. Parce que voilà, elles sont très différentes et que vous avez forcément, entre guillemets, été au moins une de ces ados-là. Moi, celle à qui je me suis le plus identifiée, et ça restera, c'est Cherry, celle du tome 1. Et du coup, voilà. Mais j'avais peur de lire ce tome 5 là parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai détesté le tome 2. Je peux dire que je l'ai détesté parce que je l'ai terminé. Hein, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le tome 3 parce qu'il aborde l'anorexie, qui est un sujet extrêmement difficile, qui a un petit peu résonné en moi et que Cathy Cassidy l'a fait de manière magistrale, vraiment. J'en ai fait une vidéo sur ce livre-là, donc si vous voulez aller la voir, pareil, je vous la mets en barre d'informations. Le tome 4, je l'ai abandonné parce que Coco, l'héroïne du tome 4, m'a tout simplement insupporté. Donc voilà, j'avais le tome 5 dans ma page, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je lise, mais je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. Si on continue la logique du j'aime le 1, pas le 2, j'aime le 3, pas le 4, j'aurais dû aimer le 5. Sauf que l'héroïne du tome 5 c'est Honey, et donc c'est la plus âgée des sœurs. Et on la connaît des tomes d'avant évidemment, et c'est typiquement le genre d'adolescent que je n'aime pas. C'est typiquement le genre d'adolescente que je n'étais pas et donc auquel je ne peux pas m'identifier. Et en plus, c'est le genre d'ado que j'aime pas parce que c'est le genre d'ado qui, moi, m'a persécuté. Alors je mets des guillemets parce que je trouve le mot un peu fort, mais voilà, c'est le genre d'ado qui m'a un peu... qui a rendu mon lycée de manière générale pas très cool pour moi. Donc c'est pas des héroïnes que j'aime, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je voulais quand même le lire et finalement j'ai beaucoup aimé. La principale chose que j'avais peur, c'est que on est face à une adolescente qui, comme la plupart des adolescents, et j'insiste vraiment sur la plupart, parce que tous les adolescents ne sont pas comme ça, elle a l'impression que tout ce que les gens font autour d'elle, c'est juste pour la faire chier. Voilà. Elle n'envisage même pas qu'on veuille l'aider, qu'on veuille être là pour elle, non. C'est juste pour la faire chier. Tout ce que tu lui dis et tout ce que tu fais, c'est juste pour la faire chier. Donc je suis pas trop d'accord avec ça parce que j'étais pas, encore une fois, ce genre d'adolescente là. Mais en fait j'ai bien aimé, je pense que le principal truc qui a fait que ça l'a bien fait avec moi, c'est que ce livre se passe en Australie. Alors oui, ça a l'air débile dit comme ça, mais en fait dans tous les autres tomes, on est là où vivent les filles avec leur mère en Angleterre. Et là, Honey, suite à des événements dont je n'avais pas lu parce que j'ai pas eu la fin du tome 4, suite à des événements, donc quitte son lycée, est virée de son lycée et va en Australie avec son père, à elle qui vit en Australie, pour prendre un nouveau départ. Et elle a vraiment cette volonté de nouveau départ, de laisser le passé derrière elle, de changer, de prouver qu'elle peut faire des efforts et qu'elle n'est pas si bête que ça, et d'arrêter d'être rebelle et tout et tout. Ce que j'ai trouvé vachement cool parce que justement en fait elle décide de passer à autre chose et d'évoluer dans le sens que moi je voulais en fait et elle n'est plus. Et il n'y a plus toutes ces raisons qui font que j'accrochais pas avec elle. Donc ça c'était vachement cool. Et la deuxième chose c'est que on a une espèce de retournement de situation, c'est-à-dire qu'elle va devenir victime de ceux qu'elle a victimisés avant, ce que j'ai trouvé super cool. Donc ce livre aborde le sujet des réseaux sociaux. Elle va se retrouver harcelée sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, elle voit ce que ça fait en fait, parce que jusque là c'est elle qui un petit peu... Elle harcelait pas les gens, elle le dit à un moment donné dans ce livre, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, mais elle le faisait quand même, donc c'est pas, pour moi c'est pas une excuse, on ne pas se rendre compte, c'est pas une excuse. Donc voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, on la voit grandir, on la voit devenir adulte, on la voit mûrir, elle vit des choses pas faciles, alors il y a peut-être quelques raccourcis qui ont été pris par l'auteur, elle prend un nouveau départ peut-être un peu trop facilement, mais moi j'ai bien aimé, et justement, il y a quand même quelques petits éléments qui m'ont agacé parce que ça reste honnête et ça reste une ado, donc il y a quand même des éléments qui m'ont un peu saoulé, mais c'était supportable et j'avais envie de continuer à lire et j'ai continué à lire parce que je voulais vraiment qu'elle avance et je voulais vraiment qu'elle mûrisse et je voulais vraiment voir ça se réaliser et c'est ce que j'ai eu et donc c'était vachement cool. J'étais persuadée que c'était le dernier tome, mais il y a un tome 6. Bon, avant de lire le tome 5, je me suis dit mais c'est quoi ce tome 6? Ça n'a pas d'intérêt, c'est quoi ce délire? Et en fait, quand on lit ce tome-là, on comprend sur qui va être le tome 6 et qui va être le narrateur du tome 6. Donc j'ai pas mal hâte, je pense que je lirai le tome 6 et c'est une bonne idée d'avoir fait ça pour Cathy Cassidy. Donc voilà, après si on suit la logique, le tome 6, je ne devrais pas l'aimer, mais bon, on verra. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, j'aurais pu me dire j'arrête la saga vu que tome 4 ça m'a pas...
ça n'a pas fait et que honnête je la supporte pas, mais je suis quand même contente de l'avoir lu et ça a été une très très bonne surprise. Le dernier, je l'ai un petit peu spoilé dans la vidéo, vous savez de qui je vais vous parler maintenant si vous avez écouté, en fait c'est Shakespeare évidemment. Donc là j'ai un livre qui rassemble Hamlet, Othello et Macbeth, donc j'ai lu Hamlet pendant le dernier week-end à 1000 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc pour celui-ci j'ai lu Othello. Donc Othello, c'est l'histoire de Othello, merci Audrey, qui est le mort, M-O-R-E, de Venise. Donc en fait c'est le gouverneur de Venise, hein, pour faire plus simple, parce que mort c'est chelou. Donc c'est le gouverneur de Venise, et au tout début du livre, il épouse Desdémone, sauf qu'il épouse Desdémone en cachette de son père à elle. Et le père, quand il apprend ça, il est pas du tout content, il se dit ouais, n'importe quoi, ma fille elle s'est mariée, blablabla, enfin bref. En plus on a une différence d'âge entre Othello et Desdémone, donc Desdémone il est dit qu'elle a le même âge que Juliette dans les notes, parce que c'est rare que je lise les notes des œuvres, mais là je l'ai fait. Donc il est dit qu'elle a à peu près le même âge que Juliette, donc 15 ans je dirais. Et Othello, bah, il doit avoir une trentaine d'années facile. Donc le père il est pas très content. Et donc il débarque auprès des dirigeants de Venise et il leur dit ouais c'est n'importe quoi, moi je veux m'occuper du gars qu'il a épousé, je veux le tuer en gros. Donc les gens ils lui répondent bah ouais ok vas-y fais ce que tu veux. Sauf que quand ils apprennent que c'est Othello, on lui dit bah non, tu peux pas le tuer parce que c'est le gouverneur et que nous on l'aime bien aussi, il est gentil, tu peux pas le tuer, tu comprends, enfin bref. Tout ça se déroule sur fond de guerre qui va se déclencher entre les Ottomans et Chypre. Donc tout ce petit monde se rend à Chypre pour voir sur place qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec la guerre, qu'est-ce qui attaque, tout ça. Et à partir de là, on va suivre Iago. Alors oui, c'est un prénom qui a été, enfin un nom qui a été repris pour un méchant dans un Disney. C'est comme ça. Donc Iago, en fait, j'ai pas vraiment aimé Othello parce que ce que j'aime dans les tragédies shakespeariennes, c'est que c'est par la force des choses et c'est parce que c'est malheureux et parce que manque de bol, ça se passe mal. Sauf que là, tout est orchestré par Iago. Donc ça aurait pu se passer, ça aurait dû se passer autrement s'il n'y avait pas eu Iago. Mais voilà, mon problème c'est que comme c'est orchestré par un humain, c'est moins dramatique que comme ce sont les forces du destin qui se mettent contre Roméo et Juliette. Donc voilà, donc Iago va passer son temps à faire en sorte de séparer Desdémone et Othello, quitte à ruiner la réputation de la pauvre Desdémone qui n'a rien fait, hein. Franchement elle n'a rien fait, mais il s'en prend à elle, c'est comme ça. J'ai bien aimé, la fin était évidemment tragique, parce que c'est une tragédie shakespearienne, hein. Mais ça sera pas ma pièce préférée de Shakespeare. Je pense que pour battre Hamlet, il n'y a que Roméo et Juliette qu'il faudrait que je relise dans les mois à venir, pour voir si je préfère Roméo et Juliette ou Hamlet. Mais franchement j'ai tellement aimé Hamlet que je suis même pas sûre que Roméo et Juliette puisse battre Hamlet dans mon cœur. Donc voilà, je lis Othello, c'était sympa. On peut pas dire qu'une tragédie shakespearienne est sympa, mais je suis contente de l'avoir lu. Il y a plein de réflexions, il y a encore une fois plein de citations, et à jouer du Shakespeare ça doit être extrêmement difficile. Mais voilà, je lirai Macbeth pendant le prochain week-end d'amis, le week-end à lire, je ne sais pas c'est quand, mais voilà, je veux lire tous les Shakespeare, et je ne peux que vous encourager à lire du Shakespeare. Même si vous lisez qu'une seule pièce, c'est pas grave, choisissez une seule, Hamlet ou Roméo et Juliette. Ce serait bien en fait. Mais enfin voilà, si vous voulez lire Le songe d'une nuit d'été ou Macbeth ou Othello, allez-y. Mais il faut découvrir Shakespeare parce que c'est une écriture travaillée, c'est une écriture. Il y a des tirades de fou dans chacune de ces pièces. Mais c'est pas dur à lire, c'est pas dur à comprendre. Et c'est ce que j'aime dans ce classique-là en fait, c'est que c'est un classique, on sent que c'est un classique, on sent que l'écriture est juste magnifique et que l'histoire est juste parfaite, mais ça reste abordable et ça reste facile à lire malgré tout. Donc s'il vous plaît, lisez du Shakespeare. Bref, j'arrête parce que là je commence à partir en live, donc je vais arrêter ma vidéo là maintenant tout de suite. J'espère que ça vous a plu, je pense pas que ça ait été trop long, encore une fois comme d'habitude je fais toujours mon possible pour pas que ce soit trop long, mais je suis très bavarde. J'espère que ça vous a plu, donc comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.